sorte. La 205 Turbo 16. La Turbo 16 et ses nouvelles ambitions, un titre de champion du monde des constructeurs. 3 voitures engagées, 3 pilotes de choix. Leader incontesté Harry Vatanen, le Finlandais, ici en compagnie de son copilote, l'Irlandais Terry Harriman. Vatanen a débuté sa carrière en 1971 à 19 ans sur Opel Kadett. Aujourd'hui, il possède un impressionnant palmarès. 8 victoires en épreuve de championnat du monde depuis 1981 et un titre mondial des pilotes en 1981 sur Ford Escort. Vatanen, l'an dernier, en découvrant la 205 Turbo 16, a gagné 3 épreuves, aurait pu en gagner 2 autres. Il était en tête de l'Acropole et du Tour de Corse au moment de ses abandons. Père de 3 enfants, à 32 ans, Harry Vatanen espère bien, en donnant à Peugeot un premier titre de champion du monde des marques, s'attribuer par la même occasion un 2e titre individuel. Ici, dans la spéciale du col de Saint-Raphaël, Vatanen montre qu'il fait corps avec sa voiture. La neige, c'est un vrai régal pour lui. La neige, c'est bon pour la voiture. En vivant en Finlande, j'adore la neige et je souhaite que le Monte-Carlo soit plutôt enneigé que sec. La neige, pour l'instant, elle est encore partout présente. Cela fait bien sûr le bonheur du 2e équipage 100% finlandais, Timo Salonen, l'homme aux lunettes, et Seppo Ariane, son coéquipier. Salonen découvre la voiture. C'est le temps de la prise en main, des premières surprises, de l'expérimentation. Mais rassurez-vous, Salonen est un pilote expérimenté. Vous n'avez pas l'air convaincu. Eh bien, je vous propose une balade avec lui dans le col de Turini. À vos côtés donc Timo Salonen, 33 ans. Il court en rallye depuis 14 ans. Deux victoires en championnat du monde, 79 la Nouvelle-Zélande, 1981 la Côte d'Ivoire et surtout de nombreuses places d'honneur. Exemple l'an dernier, 4e à l'Acropole, 6e en Nouvelle-Zélande. Salonen travaille maintenant depuis 15 jours sur les reconnaissances et parcourt chaque spéciale à plusieurs reprises. Trois, quatre fois, cela dépend des spéciales. J'effectue 7 à 8 000 km pour les reconnaissances. Non, c'est pas difficile, c'est mon job. Pour d'autres, en revanche, cela fatigue les reconnaissances. Jean-François Fauchil, le coéquipier de la 3e équipe, a bien du mal à récupérer. Bruno Sabi, il faut le dire, le mène à rude épreuve. Essai de pneumatique le jour, sur terrain mouillé, enneigé, verglacé, ou même sur terrain sec, quand on peut en trouver un. Essai de gomme la nuit, expérience multiple donc, sur terrain varié. Pour le 3e homme de Peugeot, le Monte-Carlo se joue souvent sur le choix des pneumatiques. Sur un terrain comme ça, si c'est intégralement enneigé, il faut ce genre de pneu, donc un maximum de cloutage sur un pneu assez étroit. Et par exemple, si on était mal renseigné, si la fin de la spéciale était sèche, avec ça on serait très défavorisé. Par contre, si la spéciale est complètement enneigée et que l'on part avec un pneu qui est prévu pour le mixte, alors là c'est une catastrophe aussi. Et une erreur de pneumatique, ça peut aller jusqu'à 5-6 secondes au kilomètre. Alors sur une spéciale de 30 km, ça fait tout de suite l'écart. Pour inquiéter Rorley Blomqvist sur Audi, mieux vaut par exemple ne pas utiliser ce que chose Salonen dans cette descente du col de Turini. Le bon choix trouvé, on peut se demander alors si la 205 Turbo 16 peut être battue. Il y a des défauts cette voiture. Ah, les défauts.
Jusqu'à présent, Dans les rallyes, c'est-à-dire les épreuves sur route, il existe deux catégories de voitures. Les deux roues motrices comme la Lancia. Il y aura deux Lancia cette année avec Toivonen et Biazon. Regardez avec quelle difficulté la voiture reprend sa vitesse pour sortir de l'épingle. Autre technologie, les quatre roues motrices. Là, la transmission intégrale joue parfaitement son rôle et l'Audi perd le moins de temps possible. Le champion du monde Blomqvist et Walter Röhrl, vainqueur l'an dernier à Monte-Carlo, défendront les couleurs de la marque allemande. Performance oblige, les quatre roues motrices se multiplient et se généralisent. Peugeot, avec la 205 Turbo 16, mise cette année sur le championnat du monde des rallyes. Il y a plus de 10 ans qu'une marque française n'a pas obtenu ce titre. Peugeot engage 3 voitures avec les Scandinaves Vatainen et Salonen et le Français Bruno Sabi qui vient de terminer ses reconnaissances. les reconnaissances de Monte-Carlo sont un peu particulières compte tenu du changement relativement important du terrain entre les reconnaissances et le rallye. Rien ne sert de toute façon d'apprendre par cœur puisque le terrain évolue trop par rapport aux reconnaissances. 4 roues motrices également pour Citroën, Visa pour la neige avec Vanberg, Schoma et Jean-Claude Andruet. S'il neige, je pense que l'équipe peut faire un très très bon résultat et même surprendre en fonction de la cylindrée de la voiture. Je crois qu'on peut faire des performances. Bon, absolument, avec grand intérêt et je souhaite beaucoup de réussite à la maison Peugeot Talbot Sport parce que je crois qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Bien entendu, les autres, je respecte toutes les... 15 heures. Reconnaissance du rallye Monte-Carlo, Bruno Sabi fonce vers Grenoble. Là, René, sa femme et son fils l'attendent pour un petit bisou furtivement donné. Et ça repart pour 10, 15, 20 jours de reconnaissance. Avec, pour seul compagnon, Jean-François Fauchy, son coéquipier. La route l'accapare comme une maîtresse insatiable. La route, toujours la route. Bruno Sabi, 34 ans, accède enfin au rang de pilote d'usine chez Peugeot. Et le voilà qui découvre la 205 Turbo 16, la star de la fin de saison dernière. Une star qui elle-même découvre pour la première fois l'hiver et la neige. 17 heures, épreuve spéciale de la Morte, juste au-dessus de Saint-Barthélemy de Sicilienne, un des hauts lieux du Monte-Carlo. Puis, la nuit tombe sur les Alpes. Le froid se fait mordant, moins 20 degrés dans la spéciale du Moti. Nous sommes à 1300 mètres d'altitude et la 205 danse sur la neige glacée. Turbo cassé, les reconnaissances tournent court. Il n'est pas loin de minuit lorsque Sabi et ses mécanos rejoignent le Finlandais Timo Salonen à Gap. Il est beaucoup question de turbo et d'Ari Vatanen cloué au lit dans un hôpital de Vals-les-Bains pour des ennuis vertébraux. À l'aube, on répare pour repartir. Il faut combien de temps pour changer un turbo? Un quart d'heure, 20 minutes. Et en course, comment ça se passe? Vous le changez systématiquement? Ah non, uniquement si ça casse. Ça n'est pas arrivé encore? Non, pas en course. 10 heures du matin, Biazon fait chauffer sa Lancia. Sabi est prêt à repartir pour reconnaître. Cette année, compte tenu donc du manque de temps que l'on a, parce que l'annonce du Monte-Carlo a été annoncée un peu tard pour le faire comme on le fait d'habitude, je passerai donc 5 fois dans les spéciales nouvelles, donc les spéciales qu'on ne connaît pas, et 3 fois dans les spéciales où j'ai déjà les notes. Vous ne faites pas du tout de fractionné? Non, on fait la spéciale complète en général, mais les reconnaissances de Monte-Carlo sont un peu particulières compte tenu du changement relativement important du terrain entre les reconnaissances et le rallye. Rien ne sert de toute façon d'apprendre par cœur puisque le terrain évolue trop par rapport aux reconnaissances. Et c'est vrai que la route hésite à choisir entre la neige, la glace, le sec ou la gadoue. Et avec ça, il faut toujours aller de plus en plus vite. Finalement, ces petites voitures, ça accélère autant que des Formule 1?
Ah, bien maintenant, les voitures de rallye sont des bolides carrément sur la route et des temps ont été pris, je crois. Maintenant, on paraît qu'une auto de rallye accélère aussi fort qu'une Formule 1, compte tenu de l'adhérence des 4 roues motrices et puis surtout qu'on a des rapports très courts à côté des Formule 1, qu'on a des rapports beaucoup plus longs pour le circuit. Et c'est vrai que les vitesses maintenant et les accélérations sont très impressionnantes dans une voiture de rallye. 3 205 Turbo 16 pilotés par Saby, mais aussi les Scandinaves Vatanen et Salonen. Au Monte-Carlo, il manquera un pilote apprécié par tous, Jean-Luc Terrier, grièvement blessé dans le Paris-Dakar. Jean-Luc, pour l'instant, évidemment, il n'est nullement question de penser à la compétition. Non, pour l'instant, pas du tout. Non. Là, il faut déjà voir comment tout mon système omoplate, épaules, bras, mains et tout va fonctionner. Parce qu'en fin de compte, ça, c'est le gros problème actuel. Pour l'instant, je ne peux absolument pas m'en servir. Donc, il est certain qu'à partir du moment où ce sera limité à un certain pourcentage, malheureusement, je ne pourrai pas courir. Enfin, je pense quand même que à la longue, je suis très, très confiant. Ça va demander certainement beaucoup de temps, mais j'espère qu'à la longue, ça reviendra normal. Et ça m'étonnerait au moins que je ne refasse pas un petit rallye parce que j'ai tellement fait de choses, j'ai tellement une sortie de route et tout. À chaque fois, j'ai vu ce qui m'était arrivé, alors que là, au Dakar, je n'ai strictement rien compris. Je ne sais pas du tout comment on est sorti, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors, c'est ça qui me travaille plus que le reste. Parce que sortir de la route à 120 à l'heure, c'est pas du tout une catastrophe. Et sortir de la route à 120 sans rien comprendre, alors là, je commence à me poser des questions. Et puis, il faudra bien que j'en refasse un parce que ça ne va pas aller comme ça. Eh oui, à bientôt, Jean-Luc. L'équipe Citroën à laquelle devait appartenir Terrier sera composée de Vanberg, vainqueur du défi TF1 RMC, de Choma et de Jean-Claude Andruet, ici au volant d'une Visa 4 roues motrices. Très agréable, je suis enthousiaste. Il y a une semaine, j'étais pas enthousiaste parce que justement, j'avais pas dans la tête de faire ce rallye. Et puis maintenant, j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire la Visa sur la neige avec les 4 roues motrices et c'est enthousiasmant. S'il neige, je pense que l'équipe peut faire un très bon résultat et même surprendre en fonction de la cylindrée de la voiture. Je crois qu'on peut faire des performances remarquables. L'équipe Citroën espère que le Monte-Carlo se transformera en une gigantesque bataille de boules de neige. C'est le cas également de Audi, car il est vrai que dans ces conditions, les 4 roues motrices seraient avantagées. L'équipe allemande, largement victorieuse l'an dernier, engage seulement 2 voitures cette année avec Blomqvist et Walter Röhrl. Röhrl, 4 fois vainqueur au Monte-Carlo. En attendant la nouvelle Delta, une seule Lancia officielle sera présente avec au volant Toivonen. Biadzon défendra les couleurs du joli club. Chez Lancia, on attend la fonte des neiges. 150 concurrents ont pris aujourd'hui le départ. On regrettera l'absence de Renault et Opel, mais aussi de Michel Mouton, de Ragnotti, Chatriot, Fréquelin, Darniche et bien d'autres. Mais dire que le rallye a failli ne pas avoir lieu, alors de quoi nous plaignons-nous ? C'est au pied de la Tour Eiffel que se sont élancés les 45 équipages qui avaient choisi Paris comme lieu de départ du 53e rallye de Monte-Carlo. Les favoris de l'épreuve, les 3 Peugeot 205 Turbo 16 des Finlandais Vatanen et Salonen et du Français Bruno Saby étaient très entourés par la foule des supporters. Harry Vatanen, pilote numéro 1 de la firme de Sochaux, entend bien faire rugir le lion. Ce que semble craindre effectivement le champion en titre, Audi, qui peut contrarier les projets de l'équipe de Jean Todt avec Röhrl et Blomqvist. Mais les Peugeot, avec une formidable assistance et 3 voitures parfaites techniquement, ne devraient pas rencontrer trop de problèmes. A noter que pour les places d'honneur, Renault avec Snowbeck sur la R5 Turbo et Citroën avec les Visa 1000 pistes d'Andruet et Vanberg représenteront les couleurs françaises dans cette guerre de Troie que constitue cette 53e édition. Le salon de la chasse, de l'arme... Contraste. Peugeot Talbot Sport, c'est 100 personnes à disposition de 3 équipages dans un immense atelier rue Paulbert à Boulogne-Billancourt. L'écurie numéro 38, c'est 6 personnes dans un petit garage de banlieue pour des derniers préparatifs. Dossard 38, la Samba de Xavier Thuriot et Rémi Levivier. Le 28 décembre dernier, jour du revirement du président Balestre, ils ne croyaient plus en leur chance de participer. Et puis, à 2 jours de la clôture des engagements, c'est le miracle, comme il l'explique à monsieur le curé de Saint-Cloud.
moteur, en fait, il est de série. Oui, c'est vraiment le miracle. Je vous avais dit sur Antenne 2, il y a à peu près 3 semaines, que je ne pensais pas participer au Monte Carlo cette année, puisque je n'avais pas de financement. Et j'ai eu un coup de chance énorme. Mon patron rencontrait un de ses amis. Et cet ami lui a dit « Tiens, j'ai vu un jeune type à la télé qui racontait son histoire. Et si je pouvais le joindre, ben je l'aiderais pour ce rallye. » Et René Belin, directeur général de Fulmen, spontanément m'a aidé. C'est fabuleux. 50 000 francs donnés par le sponsor, 5 copains qui prennent une semaine de congé pour l'assistance et une voiture prêtée par un ami du Vaucluse. 2 week-ends de reconnaissance avec la voiture de madame, 5000 km et peu de sommeil pour rattraper le temps perdu, pour peaufiner les notes, éviter les fausses notes. À titre d'exemple, il y a 3 ans, j'ai une note qui est arrivée trop tard dans une épreuve de Monte Carlo. Je suis sorti de la route, j'ai fait 5 tonneaux. C'était pas avec Rémi. C'était pas avec Rémi, non. C'est un vrai rébus, j'y comprends pas grand-chose. Couteau, 30 GB, PL 80, ça veut dire quoi, ça? Ben, je vais vous expliquer. 30, c'est une distance que l'on évalue. Gauche, bon, plonge. C'est un virage qui est bon, qui plonge à la corde. 30, c'est une autre distance. Vous n'avez peut-être pas bien compris, mais rassurez-vous, l'essentiel est qu'ils se comprennent tous deux. Premier de sa catégorie, l'an dernier, Xavier n'a pas manqué un Monte Carlo depuis 1980. Grenoblois d'origine, sa passion remonte à son enfance quand il voyait passer les concurrents dans le massif de la Chartreuse. À cette époque, il pilotait déjà, mais des petites voitures. Je faisais très vite, je faisais déraper, je faisais des murs, je faisais taper dans les murs. Et quand vous conduisez sur la route, en dehors des rallyes, vous conduisez comment? En dehors des rallyes, très calmement. Je suis un conducteur pépère. Voilà donc Xavier parti pour des vacances d'une semaine qui, personnellement, lui coûteront 25 000 francs. C'est cher, mais la passion n'a pas de prix. Alors, bonnes vacances, Xavier, et surtout, bonne route. Une faible moyenne de 40 ou 50 km/h est imposée. Les assistants sont autorisés, tout temps dépassé se transforme en pénalisation. Et puis, il y a les épreuves spéciales qui se déroulent sur route fermée. Les concurrents s'élancent un par un et le chronométrage permet d'établir le classement. La première spéciale, celle qui permettra d'établir la première hiérarchie, vous pourrez la vivre cet après-midi en direct sur TF1. Et vous pouvez la découvrir actuellement à bord d'une voiture. Cette spéciale est longue de 2 km 270. Sur cette carte, vous pouvez constater que le tracé est à la fois technique et rapide. Cette caméra, dirigée par Gérard Van der Gut, en voici les emplacements. Et puis ce qui est important, bien sûr, c'est l'état de la route. Alors la neige a fondu durant les dernières 48 heures, mais là, pour l'instant, la route est très humide. Nous sommes au départ et en haut de l'arrivée, la route est très verglacée. Et puis, depuis quelques minutes maintenant, il neige. Alors rendez-vous en compagnie de Jean-Michel Lelio et Bernard Darny cet après-midi. Espérons que pour cette première... Où, une fois n'est pas coutume, il n'y a pas de neige et la route est humide, certes, mais non pas glissante. Donc je vous ai dit à 7 Blomqvist, à 15h10 Vatanen, à 15h13 Rorl, à 15h16 Toivonen, 15h19 Biazion, à 15h22 Salonen, 15h25 Andruet, 15h28 Sabi, 15h31 Chin, 15h34 Snobek, etc., etc. Alors que Blomqvist est arrivé déjà, j'allais dire dans ses plots de départ, un petit favori d'après les conditions de route aujourd'hui, eh bien une préférence pour les Lancia Rally avec Bernard Giroux qui est près de Blomqvist et dans quelques instants on se retrouvera en direct avec vous, Didier Roustan. Oui, Bernard. De dîner effectivement dans la Haute-Loire, à proximité de Saint-Étienne, non loin de Lyon, bien que nous fassions ici partie de l'Auvergne, plus précisément dans la province de Lissin-Gelais. Un petit film pour vous montrer ce que c'est que cette région de la Haute-Loire que nous avons découverte lors du repérage de cette émission il y a maintenant 3 semaines, couverte de neige, c'était pratiquement la Finlande. Eh bien non, la neige maintenant a disparu, due au redoux d'ailleurs, elle est retombée jeudi dernier et malheureusement la pluie est venue se mêler à ce froid qui avait un petit peu disparu ces derniers jours, si bien qu'on se retrouve sur une piste non pas sèche mais en tout cas humide où les voitures en tout cas étant donné leur puissance nous promettent un très beau spectacle tout à l'heure. Je vous l'ai dit, ce sera une première dans l'histoire de la télévision avec une foule considérable là aussi un peu comme au championnat de France de cyclocross dont vous parlez Potra il y a un instant qui est venu se lever contre les talus de cette spéciale et tout de suite la vue du village préparé par les caméras de Bernard Demain et puis le petit historique de cet endroit sur le plan géographique. S'il vous plaît, monsieur Gérard Van der Gut, voilà.
Dunière, je vous l'ai dit, c'est une petite bourgade de, pas beaucoup, 3200 habitants, 800 mètres d'altitude, avec en particulier sur le plan historique une chapelle, une église du XIIe siècle de style roman. Province de Lys-Saint-Gelais, on ne se sent pas tellement auvergnat ici, mais plutôt habitant du Rhône, puisque vous le savez, Saint-Étienne est à moins de 40 km. Nous sommes au sud de Firminy, dans la Haute-Loire plus précisément. Principales industries, le plastique, le fer, le bois que vous voyez. Et puis pourquoi pas aussi les salaisons de Dunière, célèbres avec le jambon à l'os que nous n'avons pas encore eu le temps de goûter. Nous étions pris par la préparation de ce reportage. À côté de Dunière, il y aura aussi l'arrivée de la spéciale et le départ d'une spéciale un peu plus tard. Saint-Bonnet-le-Froid, connu pour son site réservé aux skieurs de fond. Couvert de brume ce matin, car elles ont été prises ce matin, ces images. Et à Saint-Bonnet-le-Froid, un podium animé par nos amis de Radio Monte-Carlo avec TF1 qui permettra à tous les amateurs de vivre déjà la spéciale de Dunière avant de retrouver les véhicules d'assistance qui ont envahi Dunière depuis ce matin. Et maintenant, c'est évidemment dans quelques minutes le départ de la spéciale à 15h07 exactement. Mais plutôt que de vous parler de cette spéciale avec Darniche dans un instant et de détailler la conduite de tous les champions automobiles que nous allons suivre, je vous propose tout de suite de vous mettre au volant avec Pierre Lartigue. Grand pilote, vous le savez, puisqu'il a déjà remporté des victoires, surtout dans les raids. Ce matin, pour nous, il nous a fait la reconnaissance de la spéciale. Gérard Van der Gut pour l'Artigue. Attention, dans la voiture, une voiture de tourisme, il est vrai. Ça ira beaucoup plus vite tout à l'heure. Écoutez. 50 mètres, gauche à fond. 150 mètres à l'arbre. Droite 110. Plus au rail. Droite sans resserre. 150 mètres au poteau, plus les rails. Droite 80, plus gauche 80 resserre. Plus droite 100, plus gauche 80 bouclier. Droite 70, resserre. 50 mètres. Droite 90, refaire. Plus gauche 110. Plus droite, gauche 80. Resserre. 50 mètres. Droite 100. 100 mètres, droite 120, plus, droite 80, resserre. 80 mètres, gauche 70, bouclé. 50 mètres, au poteau, plus au panneau, droite à fond. Long. Plus gauche à fond. Arrivé. Voilà donc pour cette spéciale commentée au volant, je le répète, d'une voiture de tourisme. Ça ira beaucoup plus vite dans un instant. Darniche vous le confirmera, par l'Artigue, vainqueur du rallye de l'Atlas en 1984, héros malheureux du rallye Paris-Dakar, tout comme Darniche d'ailleurs, en 1985. Les voitures maintenant, moteur en marche, on a mis les pneus, vraisemblablement des pneus pluie, c'est ce que nous confirmera Giroud tout à l'heure. Un petit mot à Van der Gut pour lui demander maintenant de nous détailler le dispositif mis en place par la SFP et TF1. La voiture part normalement dans 2 minutes, on a le temps peut-être de voir les caméras. Donc au départ une caméra portable, tout connaître sur l'assistance et l'ambiance avant le départ avec Giroud. Caméra 1 juste derrière, voilà les voitures sur les pneus de départ. Et ensuite la caméra balaye et va rejoindre le premier droite avec une pleine accélération. Bernard, ça ira très vite déjà. Ça va aller très fort parce que les voitures maintenant, les voitures modernes de rallye sont toutes très puissantes, avec beaucoup de couple et elles démarrent très vite. Elles sont très rapidement à une vitesse très élevée. Caméra 3 qui nous permet de détailler vue d'en haut ici et qui ensuite enchaîne avec la caméra 4. Vous le voyez, on a bien fait les choses, pas de public du côté gauche de la route, ce qui nous permet de bien détailler cette spéciale et de voir la sortie des virages, des courbes. Ce ne sont pas des épingles les plus spectaculaires. Caméra 4, on la retrouve, elle prend la voiture à la sortie. Nous sommes pas tout à fait à mi-parcours, une spéciale de 2 km 250. Caméra, Gérard va m'aider, caméra 4 toujours.
ici, voilà, qui remonte, qui nous prend encore une courbe très très rapide avec une partie, et ça c'est une information de route qui devient sèche maintenant, c'est-à-dire qu'on va peut-être monter des pneus slick, des pneus racing, caméra 5 un peu plus haut après la mi-course. Vous aurez également des temps intermédiaires et le temps final de chaque épreuve, départ de chaque voiture de 3 en 3 minutes. Caméra 6 un peu plus haut, relié en HF avec l'endroit où sont disposés les cars ici au village de Bancel. Et puis caméra 7 la dernière, il a fallu 7 caméras pour faire 2 km 200 de course, et oui c'est ça les moyens techniques. Caméra 6 juste derrière et caméra 7 qui nous amène vers l'arrivée. Bernard Giraud, vous êtes d'après mon chrono à maintenant près de 20 secondes du départ du premier. À vous Bernard. 10 secondes maintenant et Stig Blomqvist va s'élancer sur les 2 km 270 de cette spéciale. 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti, on est de la voiture. Stig Blomqvist, champion du monde, il a 40 minutes et ça va très très vite. Le turbo a parlé, il est parti avec des pneus slick comme la plupart d'ailleurs des pilotes les plus connus, les pilotes de notoriété, des pneus slick, c'est-à-dire des pneus lisses un petit peu comme pour une épreuve de circuit. Ils ont appelé ça des Qualified Tires, c'est-à-dire des pneus de qualification. Autant dire que ça va aller très vite. Bernard Dorniche, la voiture vient de passer devant nous à 24 secondes. Déjà première constatation. Eh bien moi je pense qu'ils ont quand même peut-être commis une faute avec les slicks en 2 km. Ils n'auront pas le temps de monter vraiment en température. C'est un spécialiste, le spécialiste, le meilleur au monde pour la conduite dite du pied gauche. Je pense qu'il va très rapidement mettre ses pneus en température, mais il n'est pas au meilleur de son adhérence quand même. Il a beaucoup de mal à contrôler la voiture. Petite erreur de pneumatique donc d'après Darniche. Meilleur temps évidemment, 49-25 temps intermédiaire. Vous voyez, les pneus ne sont pas en température, c'est très très net. Ça monte à quelle vitesse là? On ne sait pas, mais ce sont des voitures qui sont à des vitesses élevées d'une façon instantanée, et je pense qu'ils ont certainement fait des pointes à 170 ou 180 à certains moments de l'épreuve. Ça va aller très vite après ce gauche suivi d'un droite qui nous amènera vers l'arrivée. Quand on dit les pneus en température, ça représente quelle température pour un pneumatique? Là, ce sont des pneus professionnels autour de 30 degrés quand même, autrement en dessous c'est très délicat. Alors le temps à battre, pour ainsi dire, ici était de 1,08. On n'a pas le temps final là, c'est dommage, je crois que c'est 1,23. 1,23,37 nous dit Bernard Daly, temps à battre intermédiaire. On l'a vu, 49 secondes 21 centièmes. Un ralenti ici de Blomqvist. Peut-être une erreur de pneumatique au départ, risqué de monter en slick, c'est-à-dire en pneu pas du tout calculé pour travailler sur l'humide, et on le voit, effectivement des dérapages où on perd des secondes. Oui, c'est sûr, et en plus Stig est un fabuleux pilote de glisse, mais il n'est pas vraiment sur son terrain de prédilection. La route est un peu sèche pour lui quand même. C'est une épreuve extrêmement rapide, très très belle, où il faut avoir des trajectoires le plus tendues possible. Départ avec Giraud, Harry Vatanen, grand favori du Monte-Carlo au volant du 205 Peugeot. Oui, Harry Vatanen, voiture numéro 2. Vainqueur l'an dernier des 1000 lacs, vainqueur aussi au San Remo et au RAC. 3 victoires avec la Peugeot 205 Turbo 16 que tout le monde attend. Des pneus slick, mais vous l'avez dit, il y a un problème de température. Là aussi, Vatanen a essayé de faire chauffer ses pneus, mais a-t-il eu le temps? Ça, c'est une autre question. Regardons comment maintenant il va se concentrer au départ. 30 secondes. Une autre information, Chauche sur Citroën a pris 27 minutes de pénalisation déjà dans le routier. Et puis Gauthier a disparu, donc le numéro 16 ne devrait pas être dans cette émission en direct. Attention, dans quelques secondes, 5 maintenant 15. Pour Harry Vatanen. Le départ. Vous avez remarqué la position des pilotes au volant qui sont très très près justement pour avoir beaucoup de force dans les bras. Attention pour le départ. Le coéquipier va déclencher son chronomètre. 4, 3, 2, 1. C'est parti pour la 205 Turbo 16 de Harry Vatanen. Temps à battre, nous l'avons dit, 49 secondes 21 centièmes ou 25 centièmes. Le temps d'ailleurs noté par notre ami. Il est plus vite, il est plus vite. Il est nettement plus vite. Alors on a affaire aussi à une 4 roues motrices comme tout à l'heure. Et quelle option de pneus Bernard Giraud au départ là? Des pneus slick, mais je crois que Harry Vatanen a été beaucoup plus prudent que les pilotes de chez Audi, car ces pneus étaient beaucoup plus usés, donc beaucoup plus utilisés. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de les faire chauffer, ce qui explique sans doute la différence de vitesse, mais il faut dire aussi que la Turbo 16 est très agile, on l'a vu dans les autres rallyes, et maintenant très performante. Attention pour le temps intermédiaire, 49-25. Vatanen, voiture numéro 2, je vous l'ai dit, grand favori. 48-68. Ah ouais, mais ça, je l'avais tout de suite vu, c'est très très net. 57 centièmes de mieux. C'est énorme hein, sur un parcours de là en temps intermédiaire, je pense 1 km et des poussières.
Oui. C'est énorme, il y a Ça une fait grosse une demi-seconde. différence. Oui, c'est énorme. Une demi-seconde. Oh, à ce multipliée par le niveau, spécial. oui, à ce niveau de la compétition, c'est énorme. Vatanen, La voiture a l'air parfaitement bien équilibrée. Vous avez vu, elle a souviré un tout petit peu. Elle est très efficace, c'est évident. quand on monte avec des slicks, on recherche les endroits où la route est sèche, je suppose. Oui, bien sûr, il faut absolument éviter les coulées d'eau parce que le pneu ne peut pas évacuer justement cette pellicule d'eau et ça peut devenir très dangereux à la limite. Meilleur temps, une 22,90 pour donc Harry Vatanen, c'est pas loin, une 23,37, ça fait 47 centièmes de seconde, c'est dire que l'Audi finalement a trouvé la bonne température des pneus sur le haut du parcours, oui, c'est ça. Et finalement a refait une partie de son retard. C'est ça, et il faut voir que l'Audi, je pense, sur un Ralenti. terrain comme celui-ci, a fait d'énormes progrès par rapport à l'année dernière. Ils ont beaucoup travaillé cet hiver, je pense. Vous voyez la voiture qui sous-vire? Oui. Là, il a perdu un peu de temps, c'est évident, il a été un peu trop loin dans le sous-virage. Et le contre-braquage pour Voilà. repartir. Départ à 13 maintenant, derrière, encore une Audi Quattro, l'un des grands favoris, 4 fois vainqueur du Monte-Carlo. À ses côtés, Bernard Giroux, Walter Rorl. Walter Rorl, ancien skieur, ancien sacristain également, devenu pilote, champion du monde en 83, 4 fois vainqueur à Monte-Carlo, vous l'avez dit, mais avec 4 voitures différentes, en 80 sur une Fiat, en 82 sur une Opel, en 83 sur une Lancia et l'an dernier sur une Audi. Je suppose qu'il aurait bien voulu peut-être changer d'équipe, passer chez Peugeot pour réussir la passe de 5. La Walter Rorl va s'élancer dans 30 secondes, toujours avec des pneus slick, des pneus similaires. Voici maintenant les notes, où ce que va égrener le coéquipier. Et puis en ce qui concerne les pneumatiques, des pneus sticks, c'est-à-dire des pneus lisses un petit peu comme ils sont utilisés en Formule 1. La piste est toujours humide, mais elle s'assèche déjà avec la température de plus en plus ambiante, de plus en plus élevée. Tout ça est relatif. 4, 3, 2, 1, Très beau départ. Très beau départ, on n'a pas Non, très beau départ. Est-ce qu'entre le moment où tout à l'heure la première Audi est partie, c'est-à-dire celle de Blomqvist et celle où celle de Rorl s'élance, on a eu le temps déjà de s'échanger des informations? Je ne pense pas. Non, c'est pas possible. Et les voitures sont dans la zone où on ne peut plus intervenir au niveau de l'assistance. Donc les pneus sont montés de façon définitive. Ça ratatouille un peu, Bernard. C'est normal, c'est le rupteur. Ils sont tous au rupteur parce qu'on n'a pas le temps actuellement avec ces voitures-là maintenant de regarder sur le tour. Donc on se sert de rupteur comme limiteur. Et puis c'est pour éviter que il est réglé à 8200 tours sur les Audi Quattro au sport. Voilà, et on ne peut pas aller au-delà. Et ça évite les problèmes justement de contour et de sur-régime. Bernard Dely, temps à battre à mi-parcours. 48, 68, 1 seconde 42, 50, 10, oh là là, il est, on peut le dire, bien parti, mais malheureusement, il n'est pas allé assez vite, peut-être des problèmes de rupture d'ailleurs. Non, mais je pense que Walter est un garçon, vous savez, qui mène ses courses avec sa tête beaucoup plus qu'avec ses bras. Et au moment où ses bras doivent servir, il sait aussi en servir, mais vous savez, il y a 2 km, il est évident que l'enjeu est important parce qu'il y a la télévision, mais ça ne peut pas avoir une énorme influence sur le classement final. On est peut-être quand même en train de vivre ce que sera le rallye de Monte-Carlo 1985, 53e du nom. Pourquoi? Parce que finalement, si ce temps persiste, ça va être ça, le rallye de Monte-Carlo, avec des routes pratiquement pas enneigées. C'est sûr, mais je suis agréablement surpris par la performance et la tenue des Audi. Alors, premier Vatanen, une 22,90. Deuxième Blomqvist, une 23,37. Troisième Rorl, une 23,59. Ça fait quand même 69 centièmes de seconde sur Vatanen. Pour l'instant, donc, la première manche à suivre, hein, là. Hein. Attention à Peugeot, le ralenti ici de Walter Rorl. Pilote sûr s'il en est, on vous l'a dit, 4 fois vainqueur du Monte-Carlo, plusieurs fois champion du monde. On dit de lui que c'est le plus rapide sur l'asphalte normalement. Maintenant, sa voiture n'est pas tout à fait adaptée à ces conditions. On préférait du côté d'Audi d'avoir un petit peu plus de neige, un petit peu plus de verglas pour faire parler les 4 roues motrices par rapport au Lancia. Voilà, ça c'est un temps qui est pris ici, un passage juste avant la mi-parcours, puisqu'on passe à peu près en un peu moins de 50 secondes à mi-parcours. Et ça glisse pas tellement. Non, mais ils ont des problèmes de suspension parce qu'ils ont été certainement obligés de choisir une suspension intermédiaire. Ni asphalte ni neige, elle est entre les deux et ils ne sont pas très à l'aise. Regardez, il y a des compressions énormes et des renvois de suspension qui doivent vraiment les gêner avec des pneus qui ne sont pas totalement en température. Alors, on voit que le pilote se bat dans la voiture là. Théoriquement, derrière regardez, termine, on ralentit, oh là là, oui effectivement. Là on perd presque
10 centièmes de seconde. Ah oui, c'est vite fait, c'est difficile à évaluer. Mais dans la voiture, on a vraiment l'impression de perdre un temps fou quand on fait une chose comme ça. À 10 secondes du départ de celle que l'on craint aujourd'hui, Toivonen, Bernard. Oui. Toivonen, un jeune pilote, plein de talent. Son père a gagné en 66 sur Citroën. C'est parti avec la Lancia et des pneus Pirelli. Oh là là, démarrage difficile. Elle n'a pas bondi, la Lancia. Et là, ce sont des dixièmes de seconde précieux qui se sont échappés. C'est lui qui nous disait qu'il avait pris les pneus de qualification. Mais là, on peut dire qu'il a eu du mal à s'élancer. Mais elle est plus légère, elle est puissante, elle est véloce et théoriquement avantagée avec une 2 roues motrices sur ce genre de terrain. 48-68 temps à battre pour la Peugeot de Vatanen. Des problèmes, Bernard Giraud vous l'a dit, pour la Lancia. Alors problème aussi parce que c'est une propulsion, Bernard Dardiche, c'est pas une 4 roues motrices. Ben oui, les problèmes de motricité, c'est évident, qui se ressentent d'autant plus si les pneus ne sont pas eux aussi en température. Mais par contre, ils ont une possibilité d'accélération beaucoup plus instantanée avec le compresseur. Ce n'est pas un turbo. La puissance est vraiment à très très bas régime et ça peut compenser des problèmes de difficulté de pilotage au niveau de la glisse. Il n'a pas l'air très à l'aise. Hein. Pourquoi on le voit parce que les pneus aussi, certainement des pneus, des problèmes de mise en température des pneus et peut-être aussi des problèmes de suspension. Une personne ne s'attendait à trouver un terrain aussi sec. Il est même très mal. Il est même très mal. C'est très net. On voit qu'il est très mal à l'aise dans la voiture. Alors c'est un terrain qui théoriquement oui. La Lancia aurait dû être. Ils ont peut-être fait une énorme erreur de pneu. Oui, ça arrive aussi. Vous savez que le pneu est prépondérant. Alors, ils sont partis en slick. Vous nous confirmez, Bernard, qu'ils sont partis en slick. Puis vous savez que dans le rallye de Monte-Carlo, on assiste avant tout à une formidable bataille de manufacturiers. Le manufacturier est très différent de ceux des Audi et des Peugeot. Oui, c'est Pirelli, alors Audi et Peugeot, c'est Michelin. Alors, Vatanen, une mètre de 90, Blomqvist, une mètre 3,37, Rohrl, une mètre 3,59 et une 30,40. Oh là là, ça fait déjà 8 secondes de perdu par la Lancia par rapport à Vatanen. Oui, Bernard. C'est une énorme surprise. Côté Philippe Vanberg, là, qui est sorti de la voiture, vous savez que c'est le vainqueur du défi TF1 RMC. Il regarde l'écran de contrôle qui est près de nous. Qu'en pensez-vous, Philippe? C'est impressionnant, malheureusement c'est sec pour le spectacle et c'est la première course donc ça va pas très vite, mais enfin c'est assez passionnant, il faut bien suivre le chronomètre et les partiels. La Lancia au ralenti ici. Ouais, c'est très joli à voir. Vous avez des informations sur la course? Est-ce que vous avez choisi, je crois, un type de pneu différent? On part en Racing T1 Michelin. Donc pneu pluie? Non, pneu Racing. Ouais, pas slick mais Racing. Ouais. Moi je pense qu'ils font tous une erreur, moi je serais parti en pneu pluie. Hein. Attention maintenant, c'est Piazzone avec une autre Lancia, mais une Lancia privée. On regrettera d'ailleurs qu'il n'y ait qu'une seule Lancia au départ cette année, mais on attend l'arrivée de la Delta S4 au rallye des 1000 Lacs. Piazzone avec une voiture engagé par le Joli Club. Le Joli Club qui est une entreprise de jeux en Italie et qui sponsorise beaucoup les courses automobiles. Dans quelques secondes, Biazione, grand espoir d'ailleurs du sport mécanique italien. Et c'est un petit peu la vocation, c'est la vocation de cette équipe du Joli Club d'essayer de trouver des talents futurs. Biazione va s'élancer, on ne le connaît pas beaucoup, mais il est très brillant. C'est parti maintenant. Du mal, toujours comme tout à l'heure. Tout ça pour une question évidemment de motricité. Exactement. Et des pneus, on vous l'a dit, et des pneus qui ne sont pas à température immédiatement. Alors, un petit coup de frein ici, c'est habituel sur les voitures parce qu'il y a quand même à droite qui est quand même en train de se refermer. Oh là là, très mal à l'aise aussi. Et oui, c'est comme Toivonen. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a des problèmes énormes parce que, vous savez, on n'a pas l'habitude en compétition actuellement de faire des épreuves de 2 km. On est un peu perdu parce que 2 km, c'est à peu près approximativement le temps qu'il faut pour mettre vraiment les pneus à un niveau opérationnel. On peut pas dire aussi que c'est le temps qu'il faut pour mettre les hommes opérationnels. Aussi, parce que c'est la première épreuve. Ils ont passé la nuit dans la voiture. On a les bras un peu rouillés, on n'est pas chaud. Et puis, c'est quand même... Vous savez, c'est lourd de conséquences. Faire une blague devant la télévision, un tête à queue ou sortir la voiture sur 2 km, on ne peut pas se permettre. 4e temps pour Biazzone qui fait un peu mieux que celui qui le précédait, à savoir Toivonen. J'ai l'impression qu'il va faire pour l'instant le 4e temps. À surveiller donc le temps total, le meilleur toujours de Vatanen en une 22,90. Rappelons que Blomqvist a fait une 23,37, Rohrl une 23,59, Toivonen une 30,40. Oui. Une information avec l'autre Peugeot, de Salomon, la nouvelle recrue de l'équipe française. Il y a des pneus sculptés et en plus des pneus clous. Pourquoi? Parce qu'après, il y a des pneus clous. Là, il risque d'être un peu trop lent. On peut le voir, des tout petits clous. Et pourquoi, justement, a-t-il chaussé ce genre de pneumatique? Car il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux spéciales. Ouais, celle de Dunière, voilà maintenant, Gérard Vandergut nous le montre, toutes les sculptures et les clous.
Et puis, il n'a pas beaucoup de temps pour changer de pneumatique entre l'épreuve de Lunière et celle de Saint-Bonnet-de-Froid, alors que la deuxième spéciale est beaucoup plus difficile et des conditions évidemment plus hivernales. Voilà Salonen, on va essayer de le voir Salonen parce qu'on ne le connaît pas bien avec notre caméra portable. Il a une bouille de gros bébé, il a 31 ans. Mais vous savez, il est plein de talent, un petit peu méconnu. Il a remporté déjà le rallye de Côte d'Ivoire, le Critérium du Québec et le rallye de Nouvelle-Zélande. Voilà Salonen. Finlandais comme Vatanen. Jean-Claude nous a dit qu'il fallait justement beaucoup compter sur ce pilote. Eh bien, nous allons le voir maintenant, mais on vous l'a dit, type de pneumatique complètement différent. Oui, mais on veut dire qu'on met pas les billes dans le même panier. Oui, puis on va tous en profiter parce que je pense que ça va être beaucoup plus spectaculaire. Le pilote va pouvoir attaquer sans retenue. Le pneu est beaucoup plus facile à conduire. L'efficacité, je pense, sera moins grande. Mais au niveau de la facilité, il peut se récupérer sur le temps. Parce qu'il va être sans retenue, sans peur de sous-virer, sans peur de faire une blague. Peut-être en limite, il va faire un très bon temps. Sur 2 km, il peut être très très opérationnel avec ce genre de pneumatique aussi bien. Et vous savez, quand on demande à Vatanen quels sont tes adversaires les plus dangereux, il dit j'ai l'impression que Salonen peut aller plus vite que moi sur certaines spéciales. On va le voir tout de suite, en tout cas pour Salonen. Top temps battre. Il a loupé son départ. Il a loupé son départ. Pourquoi, Bernard? Je vais vous le dire. Il a essayé de démarrer avec le frein à main. Et il a hésité, il a vraiment manqué son départ parce que le frein à main s'est coincé. Il a fait donc monter son moteur en tour et puis il a lâché d'un seul coup le frein à main, mais celui-ci n'est pas allé jusqu'au bout, ce qui lui a fait rater son départ. Alors on va voir le côté spectaculaire annoncé tout à l'heure par Bernard Laniche avec des pneus cloutés. C'est la première voiture qui s'élance en clouté d'ailleurs, une option assez surprenante, mais quand on sait... Regardez. Alors voilà. Ça c'est du beau spectacle. Et au niveau de la facilité, peut-être qu'il va se récupérer parce que vous savez, avant tout, ce qui compte, c'est quand même être certain de ne pas sortir. Et là, il attaque sans retenue, c'est très net. C'est joli à voir. Il aurait fallu que ce soit comme ça tout le long. On aurait dû obliger les pilotes à partir avec des pneus à clous. Ah oui, mais là, on va pas quand même mettre notre nez dans le choix des pneumatiques. Parce que le Monte-Carlo ne fait que commencer. Vous savez qu'un rallye peut se jouer suivant les bons choix. Par contre, c'est une inefficacité totale. Oui. Et ça permet de faire comprendre aux spectateurs que quelquefois les pilotes qui sont très spectaculaires ne sont pas les plus efficaces. On en a une preuve flagrante et une démonstration absolue. Avec le plus mauvais temps détenu jusqu'à présent par Toivonen sur la Lancia en 54-32 et encore plus loin pour Salonen. Mais on comprend pourquoi. Il est évident que c'est comme en ski. Quand on passe un petit peu à l'extérieur des portes de direction ou à l'extérieur de la trajectoire. Regardez, c'est très très chouette à voir. Ah, c'est les bonnes conditions qu'on aurait dû avoir théoriquement si la neige avait fait son apparition, mais malheureusement, là on n'a rien pu faire. On a quelques influences, on ne va pas jusqu'à là-haut. Mais enfin, c'est un beau spectacle et l'épreuve est très très belle. Une 31-30 pour Salonen, c'est-à-dire 90 centièmes de seconde de plus que Toivonen. Le classement, je vous le répète, premier pour l'instant une Peugeot, celle de Vatanen en une 22,90. Deuxième Blomqvist une 23,37. Troisième Röhrl une 23,59. Quatrième Biazon une 28,39. Là il y a des écarts. Cinquième Toivonen pour les deux Lancia, donc c'est la perte d'adhérence totale, une 30,40. Et sixième, celle de Salonen, on sait pourquoi, en une 32 d'après Bernardelli. Une 31,20 je crois. Attendez, on examine là les ralentis pour l'instant. Bernard Giroux, s'il vous plaît, merci. Et voilà, effectivement, des longues glissades où on perd du temps. On perd du temps, mais c'est quand même très spectaculaire, c'est très chouette. Mais il aurait fallu trouver le compromis et je souhaite que Bruno Sabi parte avec des pneus pluie. Alors on va voir s'ils ont changé aussi leur fusil d'épaule chez Peugeot avec Bernard Giroux, puisque maintenant derrière... Andruet, juste quelques mots, il va s'élancer dans quelques secondes. Bien, je pars avec des Racing, c'est la première fois que je conduis la voiture avec des Racing, je n'ai jamais monté encore. Pourquoi il n'a pas laissé ses pneus pluie? Enfin, on va voir. Oh là là. Pourquoi pas les pneus pluie? Pourquoi il n'a pas laissé ses pneus pluie? Mais non, mais ce sont des Racing pluie en réalité. Oui, ce sont des mix en vérité. Ah bon, ok, alors il a la bonne montre. Et c'est peut-être justement la bonne montre que il a la bonne montre. Vous évoquiez tout à l'heure. Attention, dans 10 secondes, Jean-Claude Andruet, toujours très spectaculaire. Voilà. Toujours bien aimé du public. Attention. Andruet sur Visa, rate son départ. Oh là là, les secondes, les dixièmes. Oh là, dommage. Ah, dommage. Mais vous l'avez vu, difficulté pour Jean-Claude Andruet de démarrer. Et finalement, le départ sur une épreuve aussi courte est primordial. Bernard Darniche, le problème pour ces voitures, c'est qu'il faudrait beaucoup de neige. Il n'y a pas assez de chevaux. Mais bien sûr, il n'y a pas besoin de freiner. Il est à fond partout. Et c'est évident que la facilité de conduite est visuel, mais le problème c'est que je crois que les voitures font quelque chose comme 130 chevaux. Il est évident qu'il y a beaucoup de bouts droits où ils sont... C'est-à-dire près de 200 de moins que les Lancia et les Peugeot. Mais quelquefois,
De toute façon, il y aura des épreuves comme Saint-Bonnet-le-Froid où ils vont faire des très très bons temps parce que la voiture est très bien équilibrée, très efficace. Et je pense que dans ce genre d'endroit où c'est très sinueux, où la puissance ne peut pas être appliquée, ils vont faire des très bons temps avec ces voitures. D'ailleurs, on l'a vu au Paris-Dakar avec notre malheureux Jean-Luc Terrier. Il faisait des temps fantastiques avec cette voiture. Tiens, on en profite pour dire bonjour Jean-Luc. Et puis rétablis ta vie, tu nous manques là sur les routes du rallye. Hein. Alors on voit le manque de puissance évident. Là, on a l'impression, suivant l'expression consacrée, qu'il se traîne un peu. Eh oui, il se traîne. Enfin, la voiture se traîne parce que le pilote au volant il est loin de se traîner lui-même. Ouais. Il est au maximum là, des possibilités de la voiture. Ah, je pense qu'il est en train de faire un trou dans le plancher avec le pied droit. Alors, j'ai pas regardé le temps intermédiaire. Jean-Loup Bernardelli, 56-78. Oh là là, ça fait 8 secondes de plus que Vatanen, évidemment, ça se sent. Et le temps final, temps d'Andruet, est-ce qu'il sera supérieur à celui de Salonen? Je le crois. Mais oui, c'était 1:30 et 1:30 pour le plus mauvais temps. 1:36,16, 1:36,16 pour Andruet. Ça représente quand même 14 secondes sur 2 km 200. 14 secondes de différence. Là, on voit la différence de puissance. Hein. C'est énorme. Ah, Bruno Sabi. Je suis avec Bruno Sabi là, qui va s'élancer. Bruno, des pneus slick, des pneus lisses, c'est une surprise. Oui, effectivement, on a mis une gomme très tendre. Je crois que ça doit être quand même la monte idéale. Il n'y a pas de flaque apparemment, donc dans ces conditions, il vaut mieux partir en slick. Et est-ce qu'il y a des consignes de course chez Peugeot dans ce début de rallye? Non, il n'y en a pas pour le moment. En fonction du déroulement de la course, il y en aura peut-être. Voilà, on va maintenant laisser le soin à Bruno Sabi de se concentrer. À ses côtés, Jean-François Fauchil, un des meilleurs copilotes actuellement sur le plan français. C'est la première course de Bruno Sabi avec cette 205 Turbo 16. Je crois qu'il est très heureux. Il concrétise un rêve, une grande ambition. Et là, je pense qu'il va vouloir briller sur ses routes, sur ses terres. Dans 30 secondes, il va s'élancer. C'est un instant très très important pour lui, Bernard Darniche, surtout dans la suite de sa carrière. À quoi pense un pilote à ce moment-là? Bien, avant tout, à ne pas faire de blagues, parce que vous savez, le principal ennemi dans une voiture, c'est quand même le pilote et le coéquipier. On est en premier lieu susceptible de faire une énorme boulette, et ça, on ne voudrait pas le faire. On ne veut jamais avoir à se reprocher. Alors, vous savez que pour l'instant, c'est pas évident pour les Peugeot. Vatanen est certes en tête, mais ensuite Salonen avec ses clous est assez loin. Et Sabi lui prend une option mixte, j'allais dire. Bien parti. Excellent départ de Bruno Sabi, on l'a vu. Hein. Il a bien fait monter son moteur en tour et hop, l'embrayage. D'ailleurs, je pense que l'embrayage, c'est quand même une question très importante, Bernard Darniche. Là, il faut faire attention dans les départs, car le rallye est encore long et c'est un point très sensible. Oui, mais vous savez, les embrayages sont incassables dans des conditions comme celle du rallye de Monte-Carlo. Il n'y a pas de sable et pas de poussière, donc c'est incassable. Mais là, Bruno Sabi, je pense, est en train de faire un très bon temps. D'autant plus que les voitures qui sont passées ont quand même très sensiblement asséché la route. Les trajectoires commencent à se dessiner. Et je pense qu'il est bien placé pour faire un super temps. De toute façon, il ne faut pas oublier que Bruno Sabi, c'est un des meilleurs spécialistes de l'asphalte. Nous courons toute l'année en France sur l'asphalte, dans des conditions similaires. Et par rapport aux Finlandais, il est évident que là, il est bien placé pour faire un très bon temps. Puis c'est le régional de l'étape. Alors, oui. Va-t-il battre le temps de Vatanen? 48-68? Non, il ne le battra pas. Mais il est quatrième, 50-26. Il est bien parti pourtant, mais a-t-il trouvé tout de suite toute la puissance? Je ne sais pas. En tout cas, il faudrait qu'il termine très vite pour aller se placer juste derrière son leader. C'est quand même son leader, puisque Sabi vient juste d'être engagé par Peugeot Talbot Sport cette année pour le championnat du monde 85 et qu'il ne fera pas d'ailleurs tous les rallyes de championnat du monde, mais uniquement certains. Alors, Vatanen, 1:22,90. Moi, je mets Sabi, si ça se passe bien vers le haut, en deuxième ou troisième position d'après son temps intermédiaire. Et là, non plus, c'est pas très spectaculaire, Bernard. Ça passe vite. On en revient toujours au même. Et Bruno Sabi, personnellement, n'avait pas vu l'épreuve telle qu'elle était, mais je pense que tous après coup vont avoir regretté de ne pas avoir monté des pneus pluie. C'est évident parce que sur 2 km, je ne vois pas un slick capable de monter en température dans des conditions pareilles, au niveau de la température extérieure et au niveau de la température même de la route et du sol mouillé. Est-ce qu'on peut dire déjà, d'après ces résultats, premier Vatanen, deuxième Blomqvist, troisième Roll, quatrième Sabi, car c'est le quatrième temps à 2 secondes de Vatanen qu'il vient de signer, que le Monte-Carlo se présente, d'après ce qu'on pensait d'ailleurs, alors que vous suivez le ralenti ici de Sabi vers une bagarre entre Peugeot Talbot Sport et Audi Quattro. C'est évident, ce sont les voitures actuellement qui sont les voitures les plus modernes. Peugeot a la dernière voiture arrivée sur le marché au niveau de la technique. Et il est évident que c'est la voiture à battre. Mais Audi, vous savez, a travaillé énormément cet hiver. C'est une voiture qui a un fort potentiel, un moteur fantastiquement puissant, qui manque certainement de souplesse à bas régime, qui est difficile à conduire. Mais
je fais confiance aux pilotes en place. Vous savez, les Blomqvist et Roll sont vraiment des surhommes de la conduite et ils vont donner beaucoup de mal à Peugeot, je pense. Un monsieur qu'on ne connaît pas tellement, Bernard Giroux, Chin avec une Opel. L'Opel, on sait, vient de s'illustrer dans le Paris-Dakar avec Colsul. Oui, en fait, c'est un pilote monégasque, le premier pilote monégasque qui va s'élancer. Chiné en monégasque, cela veut dire le petit. Chiné est menuisier, mais c'est quand même pas n'importe quel menuisier, c'est le menuisier du Palais Princier. Régulier dans le groupe 2, a l'habitude de terminer donc ces rallyes de Monte-Carlo. Chiné, il est accompagné d'un de ses copains, Gandolfo. C'est un, disons, c'est le premier amateur, hein, c'est le premier privé finalement ici au départ. 5, attention, 4, Chiné, 3, chiche. 2, 1, go! Ah, départ difficile. Hein. Alors, là, puissance déjà moins importante et puis en plus, apparemment, problème de motricité. Une voiture conduite vers les premières places par Fréclin en d'autres temps. Bernard Darniche, qu'est-ce qu'elle peut faire, la Monta, ici? C'est une voiture polyvalente qui est bien partout, mais qui n'est pas très bien dans une situation précise. Elle est polyvalente et elle est surtout extrêmement robuste et très fiable. C'est une voiture qui finit partout. Et il est évident qu'elle est facile à conduire et que sur un ensemble comme on peut trouver sur la Monte Carlo, elle peut accrocher une très très belle place. Gagner certainement pas, où il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses, mais c'est une voiture qui peut être très bien placée. Un peu lourde peut-être à manier lorsque le verglas... Non, pas vraiment. C'est une voiture qui est relativement légère quand même, qui fait autour d'une tonne, le même poids que toutes les autres. Par contre, il est évident, vous l'avez vu au départ, qu'elle a d'énormes problèmes de motricité. Le moteur étant placé à l'avant, beaucoup moins de poids sur l'arrière. Il est évident qu'il a eu beaucoup de mal à s'arracher, comme on dit. Mais on voit à tout moment que l'adhérence est très très faible sur ce sol, que les conditions de conduite sont très difficiles, malgré ce qu'on peut voir. Voyez, c'est très difficile à piloter parce que le sol est mouillé et sec d'une façon intermittente. Je pense que c'est très difficile. Alors, pour le temps intermédiaire, le plus mauvais de loin depuis le départ, 1 minute 0,24 secondes, ce qui fait quand même 12 secondes de plus que Vatanen, et ça le mettra vraisemblablement au plus mauvais temps pour l'instant de Chiné. Il n'a pas la voiture pour essayer de rivaliser avec les Peugeot, avec les Audi et même avec les Lancia qui ont quand même réussi à se placer juste derrière les deux premières voitures citées. On ne fera pas de ralenti, me dit Gérard Vandergut sur lui, parce qu'autrement on aura l'impression que la voiture serait arrêtée. Et juste après l'arrivée de la voiture Bernard Giroux, et que nous puissions connaître son temps, c'est Chiné, le monégasque, 1,41,56. Oh là là, c'est 5 secondes de plus qu'Andruet. Je vous rappelle les temps à battre, et puis on rejoint Snobek avec une Renault et Bernard Giroux. Alors Vatanen, 1,22,90, Blomqvist, 1,23,37 et Roll, 1,23,59. Snobek, il lui reste 1 minute avant de partir. J'ai le temps de vous dire que Sabi est 4 avec 1,24,91, Biazon 5 avec 1,28,39, Toivonen 6, 1,30, Salonen 1,31, Andruet 1,36 et derrière Chiné avec 1,41. Voilà pour les écarts qui existent, vous le voyez, bien que ce soit une spéciale très brève de 2 km 300. Bernard Giroux avec Snobek. Danny Snobek sur une Renault 5 Turbo. Danny, difficile de lutter contre les 4 roues motrices, mais quand même un espoir. Oui, absolument. C'est une nouvelle génération de voitures. Mais enfin, je dis qu'une bonne R5 Turbo, comme c'est actuellement le cas à la Tour de Corse, peut viser une place à l'arrivée très honorable. Vous êtes un spécialiste du circuit et pourtant vous venez en rallye sans complexe. Pas sans complexe, mais disons que je crois que c'est bien de faire un peu de tout et faire 2-3 épreuves dans l'année, c'est un bon complément pour GP. Attention, alors attention, bientôt le départ dans 15 secondes. On lui ferme la porte. Tiens, voilà, Danny Snobek, très éclectique, qui fait du rallye mais aussi de la production, champion de France de production, c'est un préparateur. Dans 5 secondes, il va s'élancer. 3, 2, 1, c'est parti pour Snobek. Et on regrettera, Jean-Michel, on regrettera l'absence quand même de voitures d'usine chez Renault à l'occasion de ce rallye de Monte-Carlo. Je sais bien qu'ils ont d'autres objectifs, mais quand même, à l'occasion de cette première en direct, on aurait bien voulu voir leur voiture évoluer. Et puis, on regrettera l'absence d'autres pilotes comme Michel Bouton, Darniche, Fréclin, Béga. Eh oui, mais ça, c'est les inconvénients d'un Monte-Carlo qui a failli, vous le savez, ne pas avoir lieu. On est en tout cas ravis pour nos amis de Monte-Carlo, ravis aussi pour les instances fédérales que tout puisse aller pour le jeu du monde, alors qu'ici, il est évident que dans ce type de voiture qui n'est pas une 4 roues motrices, il y a quelques travers. Mais Bernard Darniche, beaucoup d'admiration de votre côté pour justement la Renault qui ne demande qu'à se développer. Oui, bien entendu. Je pense que la nouvelle génération des voitures qui vont arriver au sein de la régie Renault pour les rallyes, la super Renault 5 Turbo, je ne sais pas exactement comment elle s'appelle, sera une voiture, la Maxi Turbo, va être une voiture très compétitive sur l'asphalte dans des conditions bien précises en France. Parce que la largeur des pneus a augmenté cette année par rapport à l'année dernière. Oui. La puissance est augmentée aussi
au niveau de cette voiture et le poids est très faible. Je pense qu'elle va faire 880 kg, quelque chose comme ça. Et c'est une voiture qui va être très opérationnelle sur l'asphalte et je pense qu'autour de Corse, on va entendre parler des nouvelles Renault 5. Voilà, alors rendez-vous au Tour de Corse au mois de mai, que nous suivrons d'ailleurs sur TF1 dans le cadre d'Automoto. Et pour l'instant, plus de 7 secondes à mi-parcours pour Snowbeck, qui n'a qu'une ambition, il est 7e d'ailleurs, c'est arrivé au bout, ce qui n'est pas évident du tout, parce que c'est un pilote de circuit beaucoup plus qu'un pilote de rallye. Ça demande un rythme un petit peu différent. Vous savez, c'est un excellent pilote de rallye également. Il a gagné le rallye du Var, il a fait déjà... Deuxième de Lyon-Charbonnière, je crois, l'an dernier. Oui, derrière quelqu'un que je connais bien. Ragnetti, non? Non, moi. Ah, c'était Derlich. Ah oui, c'est vrai, dans la neige, dans le Beaujolais, etc. Je m'en souviens. Regardez le ralenti que nous propose Vandergut et nos amis de la SFP TDF qui ont disposé leur caméra au bord de Dunière, au bord de cette route. On ne manque rien de cette ascension. Eh oui, il est évident que... Ce sont des problèmes, tous des problèmes d'adhérence, c'est évident. Il fallait s'y attendre, une épreuve de 2 km, c'est toujours très délicat. Pourtant, il y a un bon choix de pneus là. Moi, j'aurais mis des pneus pluie. Il n'y en a pas qui a été depuis le départ et je pense qu'ils n'ont pas été dans le vrai. Alors, les pneus, on en parle beaucoup, ça surprend peut-être les téléspectateurs. Une erreur de pneu, ça vaut 3-4 secondes sur 2 km. Non, ça fait 2 secondes, une kilomètre, je pense, hein, là. Derrière Snowbeck, Beauchef sur une Ford Escort, groupe A cette fois. C'est la première groupe A? Non, il y avait déjà Chin qui s'est lancé avec la groupe A de l'Opel Manta. La groupe A, donc un peu moins transformée que les groupes B, évidemment, que vous avez vu partir. Et à moins de 30 secondes, je crois, du départ de Beauchef. Oui, c'est un luxembourgeois. En fait, il est français, mais il habite au Luxembourg. Il est avec son coéquipier Budois. Et c'est un pilote essayeur de chez Goodyear. Il fut leader du Monte-Carlo avec une cadette lors de la première spéciale. Il faut dire qu'il y avait de la neige au début lorsque les ténors sont passés. Après, lui, il a évolué sur une route qui était désenneigée. Et là, maintenant, Beauchef donc, va s'élancer avec la Ford Escort. Il a pris des pneus mix. Ouais, c'est un bon choix. Voilà, c'est parti pour Beauchef. Démarrage timide quand même un petit peu. Ce qu'il faut dire, c'est que le choix du pneu en rallye, c'est un petit peu ce que le fartage est au ski. Voilà. Là, il est complètement handicapé par sa puissance ou son manque de puissance. C'est évident que c'est une voiture. C'est une groupe A, mais ce n'est pas une voiture de course. Elle reste. Ça veut dire combien de chevaux? Quelque chose, je ne sais pas combien elle peut avoir, 140 ou 150 chevaux, quelque chose comme ça. Mais 150. Techniquement, je ne suis pas bien près de toutes ces voitures, je ne connais pas exactement leurs possibilités, mais il est évident qu'elle n'a pas la puissance de toutes les groupes B qui sont devant, les voitures qui sont là pour gagner le classement général. Lui est là pour gagner le groupe, pour essayer de le gagner. Mais vous avez vu l'adhérence, c'est beau. On a l'impression de plus grande facilité. C'est évident qu'une voiture, moins elle est puissante, moins elle est efficace, plus elle est facile à conduire. Et on a l'impression quand même qu'il y a des trajectoires difficiles comme celle-là, là où il est allé rechercher carrément l'autre côté de la route. Mais en tout cas, personne n'est menacé par les différences d'adhérence. Vous avez vu qu'ils rétablissent très bien. Ça trompe un peu à l'œil. On a l'impression que c'est un parcours facile, mais regardez le travail des pilotes sur le volant. Là, ils sont toujours en train de se battre. C'est une course très difficile parce que justement, elle a un enjeu important parce qu'il faut absolument ne pas faire de bêtises, c'est la première épreuve. Il faut être performant. On ne connaît pas le terrain, il peut être piégeux parce que vous savez, eux ne connaissent pas. Les ouvreurs sont passés, mais les ouvreurs sont passés il y a 1 heure ou 2, on ne sait pas. Tout à l'heure, il y avait des petites traces de glisse, de verglas léger. On ne sait pas sur quoi on peut tomber. Et c'est toujours très très délicat dans le démarrage d'un rallye Monte-Carlo d'attaquer vraiment à outrance et d'être... Le pilote n'a pas les bras déliés, hein, comme on dit, c'est évident. Ouais, il n'est pas non plus, lui, monté en température. Hein. Il est vrai qu'on sait que les pilotes dans les cockpits de Formule 1 ou de voitures de rallye groupe A, groupe B surtout, c'est-à-dire les protos, eh bien, se retrouvent eux aussi en montée de température avec, on a fait des expériences, 38-39 degrés dans le cockpit de la part de l'homme, hein, aussi. Ah oui, oh là là, c'est très très chaud à tous les niveaux. Hein. Alors, le temps, maintenant, Bernard Dely, vous nous rappelez un peu ce qui se passe là au point de vue temps. Le meilleur temps intermédiaire d'abord, c'est Vatanen en 48-68, et puis... Ensuite, Blomqvist avec 49-25, dans les temps intermédiaires toujours. Rohr, le 50-10, 4e Sabi avec 50-26 et 5e Biasion avec 52-77. Ça veut dire, en temps intermédiaire, première une Peugeot, deuxième une Audi Quattro, troisième une Audi Quattro, quatrième une Peugeot, cinquième la première Lancia. Ensuite, on se retrouve avec les temps finaux. En quelque sorte, c'est toujours Vatanen sur la Peugeot qui a fait le meilleur temps avec 1,22,90 devant Blomqvist et son Audi 1,23,37. Rohr, l'autre Audi 1,23,59. Sabi ensuite sur la Peugeot avec 1,24,91. À 20 secondes du départ de Van Berg, Bernard. Oui, Philippe Van Berg, vainqueur du défi TF1 RMC à Grenoble, chacun s'en souvient. Il fut champion de France de rallycross. Et il a terminé aussi premier au 1000 pistes en 83. Il a la même voiture que Jean-Claude Androuet, une Visa 4 roues motrices. Alors,
mix, un petit peu comme toute l'équipe Citroën, voilà. Et puis bien sûr, il y a le manque de puissance hein, qui s'exprime là quand on s'élance dans cette côte. Avec le virage Bernard Darniche. Hein. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a une glace où cela lui permet de se coiffer. Ah, comme c'est drôle, Bernard, comme c'est drôle. À comparer avec Andruet, puisqu'ils sont sur la même voiture, mais Van Berg a l'habitude quand même d'être en traction avant. Il l'a prouvé lors du défi CF1 RMC à Grenoble. Et Andruet avait fait une 36-16. Tiens, je vais vous donner le temps intermédiaire d'Andruet. 56-78. On va voir le sien. On va voir celui de Van Berg. Très très grand spécialiste de ce genre de voiture. Il a toujours conduit les tractions avant. Il est chez Citroën depuis un moment. Et puis vous savez, c'est un très bon pilote. On a eu l'occasion de le voir à maintes reprises faire des très bons temps. Je pense qu'il va être très bien aujourd'hui. 56-78 pour Andruet avec le même type de voiture, la Visa 4x4, avant le développement de la nouvelle qui sera la BX et qui ira chercher près de 380 chevaux comme les Peugeot à partir de... un peu plus vite qu'Andruet. Ah oui, 56-69, il n'y a pas grand chose. Hein. Non, mais les voitures sont proches et c'est très difficile de faire des différences. Là il s'est bien loupé. Hein. Oui. Ah tiens, on le reverra au ralenti tout à l'heure, Gérard, oui. Oui, attendez, Bernard, excusez-moi, mais je suis obligé de vous interrompre parce que là, on est en train de vivre l'ascension et en même temps, on surveille le chronomètre et on vous retrouvera dans quelques instants pour le départ de Gauthier sur une Lancia amateur, une Lancia privée. Alors, une 28, une 29, une 30, c'est des temps qui sont très éloignés des meilleurs, évidemment. Et Andruet avait fait une 36-16. Il va faire mieux? Ah non, il va faire moins bien. Vous avez vu l'erreur qu'il a faite, si elle est lourde de conséquences. Une 37-66, ça fait 1 seconde 50 centièmes de plus que Andruet. Alors qu'il était meilleur en temps intermédiaire. Vous allez voir d'ailleurs le ralenti. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Bernard? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une erreur extrêmement grave parce que c'est au moment où il ne fallait pas le faire. Ça commande toute l'arrivée, c'est-à-dire les endroits où on va très vite. Donc il est sorti d'un endroit relativement serré, ici, vous voyez, avec peut-être 200 tours de moins parce qu'il a été obligé de lever le pied. Et il va traîner son handicap jusqu'à l'arrivée maintenant. Et c'est lourd de conséquences, 1 seconde et des poussières. Alors qu'il était... Voilà. J'ai l'impression qu'il a contrebraqué trop tôt. C'est pas ça, il a été surpris par une plaque de glisse et il en a un peu trop fait. Bernard, parlez-nous de Gauthier. Non, c'est Chasseuil. Oui, c'est Chasseuil. Gauthier, lui, s'est perdu dans le parcours de liaison avec... Ah bon? Oui, il s'est perdu dans le routinant et en fait, il a des problèmes avec sa Lancia 037 qui est une Lancia privée. Chasseuil. Bernard, oui. J'ai vu Gauthier au départ hier à Paris. Il m'a dit, je vais essayer de faire comme Giroud dans le Paris-Dakar. Ouais, d'accord. Ça c'est méchant. Vous n'avez qu'à pas parler de la glace tout à l'heure. Ouais, d'accord. Bon, alors signalons quand même que Van Berg était associé à Martin Dondoz, un de nos confrères pigistes, disons freelance. Et là maintenant c'est Guy Chasseuil qui va s'élancer sur une Golf GTI dans 10 secondes. Ancien pilote d'usine chez Ford et chez Porsche avec balle au les mains. Il a gagné les 4 ans du Mans. Guy Chasseuil qui a un petit problème, mais regardons son départ. Ah, ça cire, mais c'est difficile à s'élancer la Golf là dans cette côte de Dunière. Oui, il a un petit problème, Guy Chasseuil, un problème de santé. Il a une angine et une inflammation à l'œil gauche, évidemment. Il redoute un petit peu les épreuves de nuit. Et comme ça va arriver très très vite, donc c'est un problème, un handicap déjà dès le départ pour Chasseuil, mais il est résistant, Chasseuil. Hein. Bernard, il va très bien là. Comme les Citroën, traction avant. Non, 2 roues motrices, les Citroën 4 roues motrices. Oui. Mais là, il a bien fait chauffer ses pneus au départ et il monte très très bien, il est très incisif, il a des bonnes trajectoires. Regardez la roue arrière. Donc il a un fort appui sur l'avant. On voit que les pneus sont bien en température, il travaille bien. Je pense qu'il va faire un temps qui sera intéressant. Par rapport au Citroën, on va voir. Je pense qu'il va être... Ça va très très bien, il a de très belles trajectoires. Mais Guy Chasseuil court depuis très longtemps, puisque j'ai été un de ses coéquipiers, j'ai reconnu avec lui beaucoup de rallyes, et donc ça fait quand même un certain temps qu'il est dans le circuit. Ça veut dire que vous êtes plus tout jeune non plus? Vous savez, depuis le début du siècle, on use les routes. Hein. D'ailleurs, le jour où on va recevoir la facture des ponts et chaussées, ça va nous faire très mal. Alors Chasseuil, eh bien évidemment, on le connaît bien dans les rallyes, il est toujours là, et surtout pour s'amuser, on doit dire, depuis quelques années, avec l'un des favoris du groupe A. Chasseuil 57-47 à mi-temps, c'est-à-dire qu'il vient juste derrière Andruet, 1 seconde pratiquement d'Andruet. Et là aussi du beau travail de pilotage. Est-ce qu'il va faire mieux qu'Andruet qui en temps total avait réussi une 36-16? Ça doit être comparable. Je donne une 37 à peu près à Chasseuil. Ça va vite, c'est plus vite parce qu'il n'y a plus de difficultés. Hein. Tout ça se prend à fond. C'est un petit coup de frein quand même. Oui, quand même, oui. Ce sont des voitures très efficaces, ces Golf. Une 36-47. On va revoir le patinage, tiens, du début, le patinage des roues, alors que Chasseuil était concentré ici au moment du départ. Le chronométreur était devant lui en disant 5, 4, 3, 2, 1, top, monsieur. Et regardez, on dirait que sous 4 roues motrices, ça fume presque les 4 roues. On a l'impression, en tout cas.
Et là, Mais on en perd fait- une seconde. Oui, mais en fait, ce n'est pas gênant parce qu'il met vraiment ses pneus de température d'une façon rapide et il va en bénéficier après. Alors attention, on va retrouver après un petit ralenti de Chasseuil, Chauche sur Visa, Bill Piste. Vous connaissez Chauche Oui, c'est un très bon pilote au niveau de tout ce qui est glissant. Et c'est Ouais. un spécialiste des courses sur glace. Oh la roue, regardez la roue. On peut faire une image arrêtée là, Gérard, avec un petit coup en arrière là peut-être. Voilà. Vous revenez en arrière, c'est merveilleux la technique télé. Regardez. Regardez la roue arrière gauche. C'est le propre des tractions avant. Elles se mettent en appui, voyez, elles se mettent en appui, elles lèvent la patte. Voilà. Et comme Ça prouve si- qu'il a une très bonne adhérence au niveau du train avant, ses pneus sont en température. Comme si elles étaient prises d'une soudaine envie Voilà. de chien. Parce que là, on voit À très vous, nettement Jérôme. que si la voiture avait été prise en sous-virage, en flagrant délit de sous-virage, il n'aurait pas levé le pneu, la roue arrière, bien entendu. Bernard. 10 secondes pour Chauche, mais Chauche a un handicap, il a déjà 29 minutes de pénalisation dans le routier pour un problème de transmission. Et là, on peut dire que pour lui, c'est un baron d'honneur et ce sera très difficile à récupérer. Chauche parti lui aussi avec une Visa, mais une Visa privée, hein. C'est pas une voiture d'usine. Et rappelons-le, 27 minutes de pénalisation alors qu'il vient de partir finalement. Alors on va suivre son temps quand même, et ça nous donnera une indication pour savoir s'il a toujours des ennuis de transmission. À mon avis, on a dû arranger tout ça évidemment à Saint-Etienne. Oui. Qu'est-ce qu'on a le droit de changer dans une voiture de groupe B? Ah oui, on peut Bernard. tout changer, toutes les Sauf la transmissions, tout carrosserie. ce qui est possible au niveau du temps. Pas le moteur, je pense. Oui. Il est très incisif. Je pense qu'il va faire un bon temps. Il est parti, vous savez, quand on a un malheur comme ça en début de course, tiens, ça fume beaucoup derrière quand même. Quand on a un malheur comme ça en début de course, on veut absolument se justifier et puis essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Oh là là, mais ça fume beaucoup, il a un problème moteur, à la limite, on se demande si... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais. Il y a de l'huile quelque part. Oui, oui, c'est bizarre quand même. Il est bien, pourtant il était très bien parti, hein. Il a freiné très tard dans le premier droite, oh là là, ça va pas aller loin pour lui. C'est dommage parce que c'est un pilote qui n'est pas très connu mais qui vraiment fait toujours un très beau spectacle au niveau des courses sur glace, comme à Chamonix le 8, 9, 10 prochain. C'est un spécialiste de toutes ces épreuves et c'est très dommage qu'il ait eu des problèmes d'entrée. Combien de kilomètres pour cette voiture encore là? Ça devrait se C'est terminer difficile assez à vite, dire, vous savez, les Citroën sont des voitures quand même très robustes et puis Ouais. l'assistance est là pour remettre les choses en place. Et ça fume plus. Oui, c'est peut-être simplement un problème. Oh là, Oh, si oui. ça recommence. C'était la décélération, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est difficile à localiser. Ce n'est peut-être pas grave du tout, hein. C'est peut-être simplement une fuite d'huile sur l'échappement. Chose qu'il faut lui souhaiter. Donc les mécaniciens vont d'une façon très rapide remédier à ce problème. Alors, le temps assez loin ici, et juste derrière c'est Fettler. C'est un luxembourgeois qui vit à Cannes, je crois, et il monte une Audi Quattro que vous connaissez bien, Bernard Darniche. Alors, Bernard Giraud avec lui. Oui, Romain Fettler, luxembourgeois installé à Valbonne. Une Audi 80, c'est une groupe N. Alors la groupe N, et c'est la première voiture d'ailleurs de ce groupe qui va s'élancer, c'est la voiture de tourisme, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, simplement équipée avec un arceau et quelques notions de sécurité, quelques équipements de notions de sécurité. Oui, c'est-à-dire extincteur, quoi. Voilà, Oui. Romain Fettler d'Emout, il a participé aux 24 heures de Spa en tourisme. Donc en production aussi, en Capri, aux 24 heures de Spa, il était associé à Paul Belmondo. C'est sa 3e participation Monte-Carlo. Il avait terminé 28e il y a 2 ans, mais c'est surtout un spécialiste, lui, du circuit. Mais comme il habite la région de Monaco, il aime bien aller faire quelques courses dans l'arrière-pays. Et le coéquipier d'Emout va prendre son temps. Ça, c'est la mission du coéquipier pour donner aussitôt le temps de référence, le temps de base à son pilote. Et puis on ne sait jamais, il peut y avoir une erreur de chronométrage, hein, ça arrive dans les épreuves parfois. Alors il est bon que le coéquipier connaisse le vrai temps. 3. Ah, mais de toute façon, vous savez que les coéquipiers font leur classement entre eux, hein. À l'amiable. Non, 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 mais on connaît notre temps, on connaît notre classement avant celui des organisateurs. Parce qu'on échange nos temps d'une façon instantanée et on connaît exactement, on sait exactement où on en est par rapport aux concurrents. Je ne vais pas vous dire le contraire, mon cher Bernard. Alors, d'après ce que Ça dépend de la disait qualité du coéquipier, mon cher Bernard. D'après ce que disait notre confrère l'équipe hier, qui parlait justement de Felter, il faut préciser que c'est là le premier équipage véritablement amateur. Façon de parler, puisqu'ils sont bien aidés par une marque d'autoradio que vous voyez sur la voiture. Mais en tout cas, ça sert pour acheter la voiture. Ensuite, il faut la préparer. Elle est préparée en Belgique. Et amateur, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de reconnaissance des professionnels. Ça veut dire qu'on n'a pas non plus l'habitude. Est-ce que ça
Ça sent le manque d'habitude là, d'après la conduite. Vous savez, c'est un amateur qui court beaucoup, il courait en production, il court partout. Il y a des amateurs qui sont au même niveau que les professionnels. Vous savez, il y a des amateurs en cyclisme qui ont un niveau de professionnel. Hein, des gens comme vous qui connaissez bien Daniel Levaux et compagnie. Mais ils ont donc moins de moyens quand même. Moins de moyens, c'est évident. Quoique lui a quand même un sponsor important, d'après ce que je vois. Et ce sont des gens qui structurent bien leur façon de courir au niveau de la écurie et qui ont, je ne veux pas dire les facilités d'une usine, c'est évident, parce qu'une usine a des moyens illimités ou quasiment illimités. C'est évident qu'au niveau de l'entraînement et des moyens techniques, ils sont toujours pénalisés. On ne peut pas le nier. Alors ceux qui nous ont rejoints dans ce reportage depuis quelques minutes et qui n'ont pas vécu le début du reportage ne savent peut-être pas que nous avions reconnu ce parcours des lumières à 1000 mètres d'altitude enneigé il y a 2 semaines et malheureusement le temps nous a joué des tours, les conditions atmosphériques ont été considérablement modifiées ces dernières semaines, cette dernière semaine. Il y a eu un rebut qui s'est accroché et un début de parcours tout à l'heure qui était un petit peu humide et qui a séché au fur et à mesure. Une 44 c'est assez loin, je ne sais pas si Van der Gucht peut nous présenter un petit ralenti là, mais je ne pense pas qu'il y ait grand intérêt, d'autant qu'il y a monsieur Ballas qui va s'élancer maintenant et c'est intéressant de se pencher sur le cas de Ballas. Bernard Giraud à 1 minute de son départ sur une Alpha GTV, tout ça c'est un bon pilote et en plus c'est une voiture qui marche bien dans sa catégorie. Un espoir du sport automobile français. Ça va, pas trop le trac, pas trop anxieux avant cette première spéciale? Non, ça va, pour l'instant tout va bien. Le rallye n'a pas commencé. Je pense que le gros du rallye va se jouer dans l'Ardèche ce soir et demain dans les Alpes. Enfin, cette première spéciale est intéressante. En plus, elle est télévisée, donc on est vraiment content d'y participer. Votre ambition? Mon ambition, c'est de remporter le groupe A et j'espère que la neige sera au rendez-vous, car avec notre Alfa Romeo Coupé Sprint, nous espérons la neige au maximum. C'est une voiture très agile sur terrain glissant. Voilà, son coéquipier s'appelle Lenné et l'an dernier, Ballas s'était affronté avec Loubet. Et la saison n'avait pas été très favorable à Ballas, mais cette année il espère reprendre sa revanche. Et cette voiture appartenait avant à Cudini d'ailleurs, il est bon de le signaler. Signalons aussi que c'est à Dunière qu'il y a une course de côte en été, que les gens pourront voir, et que François Hainaut a inscrit son nom au palmarès, un pilote de F1, comme quoi c'est déjà une référence pour ce parcours que vient d'entamer Bertrand Ballas avec son Alpha Sud. C'est un tout bon dernier C'est un tout bon, vous savez, c'est du même calibre que des gens comme Yves Loubet. Ce sont des jeunes pilotes qui sont fantastiques et qui en veulent vraiment, qui mordent dedans et qui sont bourrés de talent, c'est évident. Et je pense que ce qu'il a dit tout à l'heure est parfaitement exact. Avec sa voiture, il peut tirer parfaitement bien sur le quoique s'il y a vraiment de la neige, je me demande comment il peut faire pour contrecarrer les voitures à 4 roues motrices. Au niveau de son groupe, il est évident qu'il n'y a pas une énorme concurrence quand même au niveau des 4 roues motrices. Vous savez qu'elle fasse une petite usine à 200 000 unités, finalement, c'est présent dans toute l'histoire du sport automobile et on est content de les voir. Alfa Romeo, ça veut dire compétition. Hein. Oui, Bernard, attendez. Une information pour Ballas et peut-être son assistance. On sait qu'il y a à Saint-Bonnet-le-Froid beaucoup de gens devant les écrans géants qui ont été installés là-bas. Eh bien, il y a une fuite d'huile pour Bertrand Ballas sous la voiture. Pas grave, à mon avis, quelques secondes simplement de réparation. Toujours est-il qu'il y avait une grosse flaque d'huile sous la voiture lorsqu'elle s'était lancée. Voilà une information peut-être pour l'assistance. D'accord, c'est avec Ballas d'ailleurs qu'on va pratiquement faire le point de cette spéciale et en essayant de donner rendez-vous aux téléspectateurs pour d'autres spéciales en direct. C'est pas évident à réaliser sur le plan télévision, mais j'espère que cette première vous a plu. Malheureusement, nous ne sommes pas maîtres du temps, je vous le répète, et ça nous a permis quand même de voir d'abord la suprématie de Vatanen, ensuite le jeu égal fait par Lodi Quattro de Blanquist, bien placé, Rorle qui est 3e, vous le savez, et Sabi 4e pour l'instant. Derrière Ballas s'élancera dans moins d'1 minute maintenant, et notre dernier concurrent, une Citroën pilotée par Choma, une Visa 1000 pistes, et ce sera le dernier temps d'ailleurs, des temps qui pour l'instant ne sont pas comparables évidemment au groupe B. On est passé dans d'autres groupes ici, le groupe A, et vous avez vu aussi la groupe N tout à l'heure de Felter avec Nico Demuth. Et maintenant au départ Choma, Maurice Choma, Bernard Giraud. Oui, qui lui a pris une option différente. Il a pris des pneus slick par rapport à ses coéquipiers de chez Citroën. Maurice Choma, pourquoi des pneus slick? Parce que j'ai l'impression que ça a séché. Il y a quelques endroits très humides, mais je préfère prendre les slicks là, pour essayer de gagner quelques dixièmes. Le parcours de liaison, le routier n'a pas été trop éprouvant? Le routier par rapport à la concentration ou après la concentration, non, on a eu une manifestation, autrement ça s'est tout bien passé. Oui, une manifestation qui s'est heureusement bien arrangée par la suite, et dans quelques secondes, dans 21 secondes exactement, eh bien Choma va s'élancer. Il est de Château-Arnoux
dans les Alpes de Haute-Provence. Il a 30 ans, il a fait de la moto, il a terminé deuxième du Tour de France moto et il a remporté les Terres de Provence. Choma, spécialiste théoriquement de la terre. Alors là, il n'est pas trop avantagé, hein, bien au contraire. Il va s'élancer, Bruno Choma. 3, 2, 1, go. C'est parti, départ réussi. Ah oui, très bon départ. Alors ce que les téléspectateurs ne ressentent pas toujours aussi, c'est qu'à l'intérieur d'un rallye, Bernard Darniche, il y a des bagarres extraordinaires. Là, il y a en particulier un trophée Visa 1000 pistes. Oui, et puis en plus, Ça va il y a, être une belle au sein de bataille. l'équipe, il est évident que c'est à celui qui va faire le meilleur temps de l'équipe parce que la comparaison est tout à fait normale entre des voitures équivalentes. Ah, vous pensez que Verrier ensuite puisse modifier les pilotes suivant Oui, je pense quand même. Et là, il est capable de faire le meilleur temps parce que d'une part, la route est beaucoup plus sèche. Vous voyez, ça ne vaporise plus derrière les voitures. On voit que l'eau n'est plus soulevée comme au départ du rallye. Et il va certainement bien utiliser ses pneus maintenant. Alors, ce qui est intéressant justement pour confirmer ce que vous venez de nous proposer ici, cette considération, c'est le temps d'une autre, par exemple de celle Andruet. En mi-parcours, il avait fait 56-78 Andruet et c'était le... Ah non, c'était pas le meilleur temps, il y avait Chauche qui avait fait 56-06 avec la même voiture. On va voir, la 56-06 devrait passer. Non, 57-02, ça fait une seconde. Ouais. C'est Chauche qui a fait le meilleur temps pour l'instant, mais Choma est mieux qu'Andruet. Hein. Ah non, c'est équivalent. C'est très très proche. Pourtant, il devrait être plus vite parce que la route a nettement séché quand même maintenant. Dites-moi, dans les voitures comme ça où il n'y a pas énormément de puissance, mais c'est leur qualité parce qu'elles sont légères aussi, est-ce que le poids du pilote et du copilote peut jouer parce que ça peut varier de 10 ou 20 plus kilos? Complètement, je vais vous citer les essais que nous faisions à la Régie Renault avec les Alpines, avec ou sans coéquipier, c'est-à-dire 60 kg d'écart dans la voiture. Nous avions chiffré ça à peu près 1 seconde au kilomètre d'écart, c'est énorme. C'est tout simplement incroyable. Quand on voit les kilomètres de spécial qui peut y avoir dans le rallye, ça peut expliquer des écarts. Mais vous savez que là, je plains vraiment les pilotes du rallye de Monte-Carlo parce que sur un terrain tel qu'il est, très peu enneigé, ça va être une horreur. Parce que rouler avec des slicks, avec des risques de plaques de glace, ça va être épouvantable pour les nerfs et pour tous ces gens pendant 8 jours. Alors, après Choma, Maurice qui s'était lancé avec la Visa, voici une deuxième Renault. La première que nous avions vue, c'était celle de Snowbeck qui partait avec, j'allais dire le dossard, c'est-à-dire le numéro 10. Et juste derrière, Bernard Giroux, ce sera, et notre dernière voiture et notre adieu, la Renault 5 Turbo de Nielsen, je pense. Nielsen, qui est associé à Iversen. Et il a une Renault 5 Turbo, privée. Oui. Ça vaut combien ça à l'achat, cette voiture? Combien ça vaut, Bernard Darniche, à l'achat, une Renault 5 Turbo privée? 25? J'ai pas du tout la moindre idée du prix. Je pense que c'est la... ça vaut 27. Hein. Oui. Disons que le budget pour un privé est d'environ 600 000 francs, hein, si jamais on veut faire le rallye dans de bonnes conditions. Minimum, hein, 600 000 francs avec ce genre de voiture. Et après, il y aura Christian Dorsch, on ne le verra pas, mais je crois qu'il faut le signaler. Il faut signaler sa présence, car c'est un habitué et un fidèle du Monte-Carlo, Christian Dorsch, qui fut l'élève de Mäkinen. Il suivra derrière avec une Visa 4x4, alors que dans quelques secondes, remercions les chronométreurs et il faut saluer aussi l'organisation de l'Automobile Club de Monaco où il y a des commissaires français, monégasques aussi, mais surtout français, qui sont tout au long du parcours et qui vont passer leur nuit comme ça dans le froid, dans la neige peut-être. Durant ces 5 jours, l'arrivée du Monte-Carlo étant prévue à Monaco vendredi. Il a des pneus, oui. Il a des pneus neige. Oui, à sculpture très prononcée. Des pneus neige, et là il s'est planté complètement, il va faire un temps minable. Ouais, c'est un Danois, il n'a pas dû reconnaître beaucoup à mon avis, et il est venu ici pour s'amuser, surtout sur la glace et sur le verglas. Hein. Oui, mais là c'est loupé. Hein. Enfin, sur la neige aussi. Comme on dit, il a tout faux. Il a tout faux, on va comparer ses temps. Alors avec une voiture comparable, évidemment, c'est Snowbeck. Jean-Louis Bernardelli, Snowbeck, il avait réussi un bon temps, 54-52 à mi-parcours, et là, ça, avec ce type de pneu, il devrait être beaucoup plus loin. 54-52, oh là 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 là. Il est comme un morceau de beurre dans une poêle chaude. Oui, ça se balade un peu partout. Tu dis qu'il y a faute de pilotage là? Pas du tout, non, il subit ses pneus. Les pneus deviennent totalement élastiques, très mouvants sous la voiture, et on a l'impression d'avoir des billes sous la voiture, et c'est infernal à conduire. Ah, il est très en loin. fait, il est dans les conditions, il va faire un temps, le temps d'une voiture qui évoluerait sur la neige, à quelque chose près. Alors, à titre de comparaison, et est-ce qu'on pourrait s'amuser à ce jeu-là, Vatanen, certes, a fait 1,23. On voit derrière des voitures qui ressemblent un peu aux voitures de, disons, presque du tourisme, avec, par exemple, Chin, non? Chin, il est parti avec une Opel Manta Gruppa, bon, un peu amélioré. Un pilote moyen ici ferait 2,20, là où Vatanen fait 1,20.
À peu près, Bernard Darniche. Oh, oui, avec la même voiture. Oui, peut-être, et encore s'il ne sort pas de la route, parce que c'est quand même très difficile à conduire ce voiture. Alors on va conclure avec le résultat donc. Vatanen, premier en 1,22,90. Deuxième Blomqvist en 1,23,37. Rorl en 1,23,59. Sabi en 1,24,91. Biasion 1,28,39. Toivonen 1,30,40. Salonen 1,31,30. Snobek juste derrière. Andruet 1,36. Vous voyez qu'après il y a des écarts. Choma 1,36. Chasseuil 1,36. Vanberg 1,37. Ballas 1,40. Pour type de voiture, constructeur, ça donne premier Peugeot, deuxième Audi, troisième Audi, quatrième Peugeot, cinquième Lancia, sixième Lancia, septième Peugeot, huitième Renault, neuvième Andruet avec la première Citroën. Bernard Darniche, Bernard Giroux, Jean-Loup Bernardini, Gérard Vandergut, la SFP TDF. Merci. Dans quelques instants, pour les amoureux des Dada, le prix d'Amérique sur cette dernière image d'une glissade ici à Dunières. Merci de votre attention. À vous, Didier Roustan. Oui, merci à tous, merci Jean-Michel. Et le dada de Jean-François Pré, André Théron, c'est bien entendu l'hippisme avec à Vincennes.